Merci de poursuivre votre après-midi avec nous sur iTélé. Vous êtes dans la newsroom, il est 16h30. À la une, ce tout dernier adieu à Shimon Peres à Jérusalem. Ce matin, les funérailles de l'ancien prix Nobel de la paix ont réuni des dizaines de chefs d'État, parmi lesquels Barack Obama. Temps fort de la cérémonie, cette poignée de main très symbolique entre Benyamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas. Telegram, une nouvelle fois tristement à la une, cette messagerie cryptée utilisée notamment par des djihadistes pour inciter des radicalisés à commettre des attentats. Le procès de l'un d'entre eux vient de s'ouvrir à Paris aujourd'hui. En Moselle, le maire d'Hayange campe sur ses positions. Fabien Engelmann du Front National veut expulser le Secours populaire d'un local municipal. Il accuse l'association de faire de la propagande pro-migrants et le Secours populaire de son côté refuse de rendre les clés. La fin d'une odyssée de 12 ans, la sonde Rosetta s'est écrasée comme prévu à la mi-journée contre la comète Tchouri. Sa mission laisse des milliards de données aux scientifiques et beaucoup de découvertes à venir. Et puis dans un quart d'heure, votre rendez-vous du vendredi avec Frédéric Moulin. Toutes les nouveautés des jeux vidéo au menu I Love Transmedia, c'est un festival à Paris, mais aussi un petit détour par le mondial de l'auto et un peu de foot avec FIFA 17. Mais d'abord, une page de l'histoire d'Israël qui vient donc de se tourner en ce vendredi avec l'inhumation de Shimon Peres. Plus d'une cinquantaine de chefs d'État ont assisté aux funérailles de l'ancien prix Nobel de la paix et ancien président d'Israël. Ça s'est passé à Jérusalem, Alice Rougerie. Une chaîne humaine, des militaires et des religieux pour recouvrir de terre le cercueil de Shimon Peres. Il repose au cimetière du Mont Herzl dans le carré des Grandes La Nation. Des prières comme celle de sa fille et des chants lors d'une longue cérémonie. Benyamin Netanyahou est l'un des premiers à s'exprimer. Hommage à son plus grand opposant politique. Il était un grand homme pour Israël. Il était un grand homme pour le monde. Israël est en deuil. Le monde est en deuil. Benyamin Netanyahou, qui un peu plus tôt a longuement salué Mahmoud Abbas, président palestinien, seul président arabe à avoir fait le déplacement. Une présence saluée par Barack Obama. Lui est revenu sur l'homme de paix qu'était Shimon Peres. Il insistait sur le fait que les Palestiniens devaient être traités comme les égaux des Juifs et qu'ils devaient donc bénéficier de la même autodétermination. Il croyait que l'idée sioniste serait mieux protégée quand les Palestiniens auraient eux aussi leur propre État. Des adieux planétaires, Bill Clinton, le prince Charles et pour la France, François Hollande et Nicolas Sarkozy. L'actualité en France, au chapitre justice d'abord, avec aujourd'hui le procès d'un homme de 29 ans, actif sur la messagerie cryptée Telegram et soupçonné d'avoir incité un correspondant à commettre un attentat devant le palais de justice à Paris. Noémie Schultz avec Olivier Gangloff. Youssef est jugé pour avoir consulté des sites djihadistes, mais aussi pour avoir incité deux jeunes hommes, l'un à partir faire le djihad, l'autre à commettre un attentat sur le territoire français. Les échanges ont eu lieu sur le réseau social Telegram, un réseau prisé des djihadistes puisqu'il est crypté et que les services de renseignement n'ont pas accès aux informations qui y sont échangées. Dans le box des prévenus, il y a donc ce jeune homme très baraqué au fort accent marseillais qui se présente comme sociable, videur en boîte de nuit, très attaché à sa famille. Il vit d'ailleurs toujours chez sa mère et pas particulièrement pratiquant. Une description qui interpelle la présidente. Quand on regarde votre téléphone, on a l'impression qu'il y a deux personnes qui coexistent. Une qui drague les filles, qui consulte les sites pornographiques, qui aime le football, et une autre personne qui utilise Telegram. Et là, elle relate des échanges qui ont eu lieu avec un jeune homme qui lui demande « Je passe quand à l'action ?» Youssef lui répond « Quand tu veux, mercredi c'est bien, il y a du monde dehors. Si tu passes à l'action, tu seras des nôtres pour de vrai. » Youssef s'explique « Ça, c'est pas moi, c'était pour jouer un rôle. » Le test de la mauvaise plaisanterie faite par quelqu'un d'assez immature, c'est celle défendue par l'avocat de Youssef. Le problème, c'est que son client a 29 ans, que d'après le dossier, il fait l'objet d'une fiche S et pour ces faits graves, il encourt jusqu'à 7 ans de prison.
Et on vient de l'apprendre, le parquet antiterroriste demande la détention provisoire d'un mineur déféré ce matin. Il était en contact avec le djihadiste Rachid Kassim via cette fameuse messagerie cryptée Telegram. Ce jeune adolescent de 15 ans est soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque terroriste. Il a été interpellé chez ses parents à Daumont, dans le Val d'Oise, hier. En Moselle, à présent, le maire FN d'Hayange veut expulser le secours populaire d'un local municipal qu'il mettait jusque-là à sa disposition. Il a fait venir un huissier ce matin. Le frontiste Fabien Angelman accuse les responsables de cette association d'être pro-migrants. On l'écoute et puis vous allez entendre aussi la réaction de la responsable du secours populaire. Ça ne me pose pas de problème que quelques réfugiés politiques aillent effectivement récupérer des colis au niveau du secours populaire, mais on ne doit pas utiliser le nom d'une association pour faire de la politique. Nous avons à Hayange un groupuscule qui s'intitule Hayange en résistance, qui a été créé quelques semaines après notre élection et notre victoire à Hayange, et qui fait constamment de l'anti-front national primaire. C'est une décision effectivement qui est d'une part politique, mais qui est d'une part où le secours populaire occupe illégalement ses locaux, sans bail ni titre. Monsieur Angelman nous reproche au trésorier et à moi-même d'être pro-migrants. Je lui réponds que c'est faux, faux et faux. Ce matin à 10h, donc devant le local, est arrivé un huissier avec la directrice des services généraux. Monsieur Angelman avait dit qu'il y aurait un élu, il n'y a personne qui est venu. Et ils nous ont sommé donc de rendre les clés du local. Bien sûr, nous avons dit non. Sur Hayange, il y a 776 personnes qui sont bénéficiaires du secours populaire et qui ont besoin de nous. Pour eux, c'est un besoin vital, cette aide. Une réunion est prévue mardi autour du sort du site de Belfort. Cette réunion devrait avoir lieu à Belfort avec les syndicats, la direction d'Alstom, des élus locaux et en présence de Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie. François Hollande a promis ces dernières semaines de tout faire pour éviter la fermeture du site. Emmanuel Valls l'a redit tout à l'heure depuis le mondial de l'automobile. Nous l'avons dit, le site de Belfort, et c'est notre priorité, doit demeurer. L'entreprise doit investir aussi dans l'avenir et nous assumerons bien sûr nos responsabilités. Attendez la semaine prochaine. Voilà, le gouvernement a promis une réponse avant le 4 octobre. Le vote pour la primaire à droite s'organise et pour le coup, c'est une sacrée organisation. À moins de 2 mois du scrutin, la liste des quelques 10 000 bureaux de vote est accessible à partir d'aujourd'hui sur Internet. Mode d'emploi, Juliette Vallon. Qui peut voter ? Pas besoin d'être militant encarté pour glisser son bulletin dans l'urne. Pour participer à la primaire, il suffit d'être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2015. Vous devrez simplement signer la charte d'adhésion aux valeurs de la droite et du centre et payer 2 €. Où voter ? Depuis ce matin, on connaît le nombre et la répartition des bureaux en France. Il y en aura à 10 228. La clé de répartition repose sur les scores cumulés de Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Nicolas Dupont-Aignan au premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Les circonscriptions où ces 3 candidats ont eu les meilleurs résultats sont les mieux lotis. En haut du palmarès, on retrouve donc le Nord avec 364 bureaux, Paris avec 313 bureaux aussi pour les Bouches-du-Rhône. Comment trouver son bureau ? Les noms de tous les citoyens en âge de voter, environ 45 millions, ont été recensés par la haute autorité de la primaire. Le plus simple est de se rendre sur le site internet primaire2016.org. Indiquez votre ville, votre adresse et vous aurez l'emplacement du bureau le plus proche de chez vous. Vous voterez dans des écoles, des mairies et même des centres d'exposition. Pour éviter les fraudes, les procurations ont été interdites. Objectif de la droite, attirer plus de monde à sa primaire que celle de la gauche en 2011. Plus de 2 millions de Français avaient participé. Aujourd'hui, 10% d'entre eux se disent intéressés par ce scrutin. La coalition internationale se met en place avec en ligne de mire la bataille de Mossoul. Mossoul, c'est le bastion de l'État islamique en Irak. 8 rafales ont décollé ce matin du porte-avions français, le Charles de Gaulle. Thomas Jarion. L'unique porte-avions français est au large de Chypre et des côtes syriennes. Il embarque 24 Rafales, 2 avions de guet aérien Hawkeye, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 et 4 hélicoptères. À bord, 2000 soldats, pilotes et mécaniciens. Les Rafales qui ont décollé ce matin peuvent effectuer des frappes aériennes ou faire de la reconnaissance. Ils peuvent opérer en Irak comme en Syrie. L'engagement du Charles de Gaulle triple la force de frappe de la France, déjà présente dans la région.
6 Rafales et 8 Mirage 2000 sont stationnés aux Émirats Arabes Unis et en Jordanie. Ils bombardent régulièrement Raqqa ou Mossoul dans le cadre de l'opération Chamal. Selon l'état-major français, il n'y a pas de rapport direct entre l'arrivée sur zone du Charles de Gaulle et le lancement dans les semaines à venir de la bataille pour reprendre le contrôle de Mossoul. Depuis juin 2014, la ville est devenue le quartier général de l'État islamique en Irak. La mission du porte-avions est prévue de fin septembre à fin octobre. Il s'agit de son dernier déploiement avant un arrêt technique de 18 mois à partir de début 2017. Un pas de plus dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les 28 pays de l'Union européenne viennent de dire oui pour la signature de l'accord de Paris, presque un an après la COP 21. Une ratification qui devrait intervenir rapidement. La Chine et les États-Unis, qui font partie des plus gros pollueurs de la planète, ont eux déjà signé cet accord. Allez, on en vient maintenant à Rosetta. Rosetta qui s'est écrasée comme prévu à la mi-journée contre la comète Chury autour de laquelle elle tournait depuis 2 ans. C'est la fin programmée d'une épopée riche de découvertes scientifiques. Regardez ce tweet que Rosetta a bien voulu nous envoyer juste avant le crash. Un petit message depuis 67P, c'est le nom de Chury en version scientifique. Avec amour, une dernière image prise à 51 mètres avant ce crash. Donc d'où cette photo un petit peu floue envoyée par Rosetta elle-même. Les précisions sur ce dernier crash et sur les données scientifiques qu'on va pouvoir récupérer grâce aux images de Rosetta avec Éléonore Peiro. 13h19, le compte à rebours est terminé. Pour ces scientifiques, mission accomplie. Après 12 ans de voyage dans l'espace et près de 8 milliards de kilomètres parcourus, Rosetta s'est écrasée volontairement sur la comète Chury. On a dû voler de planète en planète pour gagner de la vitesse. On a volé grâce aux astéroïdes. On a dû faire hiberner la sonde parce que nous étions très loin du Soleil. Rien que le voyage pour aller là-bas était une aventure. C'est un chef-d'œuvre de technologie et d'ingénierie de toutes les sciences. Une odyssée historique et surtout une révolution scientifique. Rosetta est la première sonde à avoir suivi une comète. Son petit robot Philae s'est même posé sur sa surface pour récolter des données qui permettront de mieux comprendre le système solaire. Nous avons des dizaines d'années de travail à réaliser sur ces données. La mission spatiale est peut-être terminée, mais la science va continuer. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que cette mission a été lancée. 14 heures de descente avant l'impact. Rosetta utilise ses dernières forces pour envoyer des informations, notamment des photos, à mesure qu'elle se rapproche de Chury. Une ultime carte postale à 720 millions de kilomètres de la Terre, avant de s'éteindre pour toujours. Retour sur Terre maintenant par Chaska dans le Minnesota aux États-Unis avec le coup d'envoi en début d'après-midi d'un tournoi de légende dans le monde du golf, la Ryder Cup qui est à suivre sur Canal+ Sport. C'est un affrontement entre Européens et Américains. Les États-Unis restent sur 3 défaites consécutives. La prochaine Ryder Cup, ce sera dans les Yvelines dans 2 ans. Et puis soyez très vigilants si vous êtes dans le sud-est de la France avec 2 départements qui viennent d'être placés en vigilance orange, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Des orages violents sont attendus dans la nuit. Vous restez avec nous dans un instant, le journal des jeux vidéo avec Fred Moulin. Tout de suite.